Le déficit d'enseignants dans le handball inquiète les acteurs du système éducatif de la région, ce qui aura une répercussion sur la qualité de l'école dans cette partie du pays si rien n'est fait. Pour la première fois, une femme est portée à la présidence de l'Éthiopie. Elle a été désignée à l'unanimité ce matin même par le Parlement après la démission surprise la veille de son prédécesseur. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Dans le handball, c'est dans le centre-nord du pays, il n'y a pas suffisamment d'enseignants dans les différents établissements publics, ce qui pourrait porter un coup au rendement des apprenants, une préoccupation pour les responsables de l'éducation de la région, d'où une rencontre entre acteurs du système éducatif de la région. L'idée, trouver une solution aux difficultés qu'ils rencontrent et sensibiliser les enseignants à œuvrer davantage pour une école de qualité. Hassan Khan, Kwame. Le manque d'enseignants, une réelle préoccupation pour les responsables de l'éducation nationale dans la région du Yambol. À Katiola, le déficit d'enseignants est au centre d'intérêt d'une rencontre entre les différents acteurs du système éducatif de la région. Une occasion pour sensibiliser les enseignants sur leur rôle dans une formation de qualité. Un enseignant aujourd'hui, nonobstant les difficultés qui nous assaillent, nous devons être des hommes à la tâche. Par nos petits actes, notre encadrement au quotidien, nous puissions faire en sorte que le développement durable de la Côte d'Ivoire continue. Et quand on parle de conscience citoyenne par rapport à l'atteinte d'une école de qualité, c'est vrai qu'on voit en pôle position les enseignants, mais il faut dire que ça concerne toute la nation. Le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, représenté par le proviseur du lycée de Nembo-Bouaké, a apporté son soutien aux enseignants de la région du Yambol. Il faut célébrer l'enseignant et montrer sa contribution dans la recherche de la qualité de l'enseignement. La rencontre des enseignants de la région du Yambol rentre dans le cadre de la célébration différée de la Journée internationale des enseignants célébrée le 5 octobre de chaque année. Sachez que le ministère de la Culture et de la Francophonie a commandité via l'Inspection générale d'État un audit du Burida. Les résultats devraient être connus dans les prochains jours. Un audit commandité après que des artistes aient décrié la gestion de la directrice générale Irène Vieira et exigé son départ lors de l'Assemblée générale pour faute lourde. Des fondations contribuent à la lutte contre le VIH-Sida par la gratuité des kits de dépistage, par exemple. Une étude a été menée sur la volonté de payer les kits d'autodépistage du VIH-Sida. Selon cette étude, 69% des femmes enceintes porteuses du VIH-Sida manifestent la volonté de payer pour les services privés et 90% de personnes sont prêtes à payer les kits d'autotest du VIH pour elles-mêmes. Dangui nous éclaire sur la question. Selon cette étude, 69% des clientes manifestent la volonté de payer pour leurs services. 90% des personnes prêtes à payer les kits d'autotest du VIH pour elles-mêmes et 75% d'entre elles ont manifesté leur désir d'acheter des kits d'autotest pour leurs partenaires. Ça, c'est une bonne information parce que dans le cadre de la pérennisation de la lutte contre le VIH, si des personnes sont déjà volontaires de pouvoir payer de leur poche, c'est quelque chose de très important. La deuxième chose qu'il fallait savoir, c'est relative au kit d'autotest du VIH. Il faut savoir que cette approche-là, cette stratégie a été adoptée au niveau national, mais elle n'est pas encore à échelle, elle n'est pas encore donc répandue. Il fallait donc avoir des données pour permettre que ce produit-là soit très bien introduit et accepté auprès des populations. La bonne nouvelle, c'est que 90% des personnes sur lesquelles nous avons mené l'enquête manifestent, n'est-ce pas, un bon accueil, une acceptation, n'est-ce pas, de ce kit d'autotest du VIH. Financée par l'USAID, cette étude vise à générer des évidences pour guider l'expansion de l'accès aux services de PTME, prévention de la transmission mère et enfant et aux kits d'autotest du VIH. Les analyses de coûts, nous les faisons chaque année, en fait, même de façon routinière, pour savoir comment l'argent du contribuable américain est dépensé sur le terrain. Et ça nous permet de faire des projections plus appropriées. Donc ça n'a vraiment rien à voir avec le niveau de financement qui ne dépend même pas de nous. Cette étude montre la volonté des clientes de mettre la main à la poche pour bénéficier d'une prise en charge. Une bonne nouvelle pour les autorités,
du fait de la raréfaction des ressources. Nous sommes de plus en plus dans un contexte où les ressources se font de plus en plus rares. Alors nous commençons déjà à réfléchir à comment est-ce que les populations pourraient contribuer à la pérennisation de la lutte, parce que la gratuité ne va pas persister pendant longtemps au cas où on n'aura plus de financement des bailleurs. Mais le deuxième défi, c'est qu'aujourd'hui, dans la lutte contre le VIH, l'offre de soins est quasiment faite par le secteur public. Alors, il s'avère impérieux, si nous voulons toucher plus de populations, de pouvoir intégrer le secteur privé. Mais lorsque vous voulez intégrer le secteur privé, cela demande qu'il y ait des financements, cela demande que le client contribue. L'étude de marché sur la volonté de payer pour les services privés de PTME, prévention de la transmission mère et enfant, et le kit d'autotest du VIH a été menée par la Fondation Elisabeth Glaser en collaboration avec l'USAID et l'État ivoirien. Pouvons-nous nous passer de papier, ne serait-ce qu'une journée? En tout cas, nous devrons essayer, surtout qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans papier. Le papier est beaucoup utilisé à l'école, dans les bureaux, bien que l'on soit dans l'ère du numérique. Et selon un site, près de 398 millions de tonnes de papier sont utilisées par an, soit 12 620 kilos de papier par seconde. Comment donc peut-on minimiser ou éliminer l'utilisation du papier en optant pour du papier recyclé, par exemple? Utiliser les 3 R, réduire, réutiliser et recycler. Cela va permettre d'économiser de l'eau, de l'énergie et des ressources. Boubacar Silla, Kwadiokwambi. Le saviez-vous? Le 25 octobre, c'est la journée mondiale sans papier. Nous ne le savions pas. La journée mondiale sans papier existe. RTI Bouaké appelle tous vers le zéro papier à Bouaké. L'on parle de plus en plus de protection de l'environnement. La journée mondiale sans papier participe donc à la protection de l'environnement. Protéger l'environnement, c'est préserver la survie et l'avenir de l'humanité. L'environnement est notre source de nourriture et d'eau potable. L'air est notre source d'oxygène. Le climat permet notre survie et la biodiversité est notre réservoir potentiel de médicaments. Préserver l'environnement est donc une question de survie. Effectivement, préserver l'environnement est une question de survie. L'Union des entreprises agricoles et forestières, elle est inquiète et pour cause les effets du changement climatique sur l'exploitation forestière. L'organisation a mis sur la table les questions liées à la modernisation de la mécanisation agricole, au rôle des entreprises agro-industrielles dans l'habitat rural lors d'une rencontre. Des pistes de solutions ont été évoquées pour une modernisation du secteur agricole. Dangui Dangui nous dit comment l'Union compte s'y prendre. Modernisation de la mécanisation agricole, accès aux pistes rurales, le changement climatique avec son cortège d'inondations. L'UNEMAF, Union des entreprises agricoles et forestières, est inquiète. Elle a donné de la voix sur 6 sujets au cours d'une conférence de presse. Nos thèmes étaient centrés ici sur la modernisation de l'agriculture, passer d'une agriculture, on va dire, traditionnelle à une agriculture moderne et mécanisée. Deuxièmement, pratiquer cette agriculture-là dans toute la sécurité nécessaire en matière d'utilisation des produits phytosanitaires. Troisièmement, on va dire l'amélioration du cadre de vie de nos travailleurs. Les pluies diluviennes de la deuxième quinzaine du mois de juin 2014 ont affecté de nombreuses entreprises membres de l'UNEMAF. Coût de leur remise à flot, plus de 13 milliards de francs CFA. Les échanges avec les journalistes ont permis aux patrons de l'Union des entreprises agricoles et forestières d'égrener les difficultés de ses membres. Yorobi Tizier a par ailleurs donné sa position sur les problématiques telles que les phytosanitaires, la gestion forestière et l'exploitation forestière. Bien que confrontées à de nombreux défis, les entreprises agricoles comptent prendre toute leur place dans l'économie ivoirienne. Nous voulons aujourd'hui que avec les organisations soit étatiques, soit universitaires, que les agriculteurs, enfin les sociétés agricoles, puissent, on va dire, émettre leurs besoins en matière de mécanisation, que ces organismes-là puissent faire la conception nécessaire qu'il faut et qu'il y ait en place une industrie, justement, structurante qui permet de fabriquer ce qu'on veut. Nous ne sommes plus obligés de nous aligner sur ce qui se produit ailleurs. Nous voulons prendre en compte notre destinée en matière de modernisation
et de mécanisation de la culture. L'UNEMAF plaide pour un partenariat avec le FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, et le CNRA, Centre national de recherche agronomique, pour adresser la question de la recherche sur la modernisation de leur équipement. Un préalable pour la modernisation de l'agriculture en Côte d'Ivoire, selon les entreprises agricoles et forestières. L'Éthiopie a une présidente, une première dans l'histoire du pays. Work est la première femme du pays de la Reine de Saba à accéder à la tête du pays. Les parlementaires éthiopiens l'ont désignée aujourd'hui à l'unanimité après la démission de son prédécesseur. Elle devient donc la 4e chef de l'État en Éthiopie depuis l'adoption de la Constitution de 1995. Le récit de Douadé Lazer. Sahle-Work Suede, la toute nouvelle présidente de l'Éthiopie. Elle a été désignée à l'unanimité par les parlementaires ce jeudi 25 octobre, après la démission du président Mulatu Teshome, en fonction depuis 2013. La diplomate de 68 ans devient le 4e chef de l'État en Éthiopie depuis l'adoption de la Constitution de 1995. Sahle-Work Suede est la première femme présidente de l'Éthiopie, un poste qu'elle va occuper pendant 6 ans. Aujourd'hui, quand je commence mon travail en tant que présidente fédérale démocratique éthiopienne, je jure de remplir mes devoirs loyalement. Elle a également appelé gouvernement et opposition à la cohésion et au rassemblement. Les femmes sont les premières victimes de l'absence de paix. C'est pourquoi, pendant ma présidence, mon objectif principal sera d'assurer la paix en mobilisant toutes les femmes éthiopiennes, les amoureux de la paix, les femmes et tous les peuples du monde qui aiment la paix. Sahle-Work Suede accède à un poste essentiellement honorifique selon la constitution du pays qui donne plein pouvoir au Premier ministre. Seule femme présidente aujourd'hui en Afrique, la diplomate de carrière Sahle-Work Suede a été ambassadrice en France, à Djibouti et au Sénégal. Elle était jusque-là la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU auprès de l'Union africaine. Les générales dans les universités publiques du Libéria, le président du Libéria, George Weah, a déclaré libre de droit d'inscription l'ensemble des universités publiques du pays pour les étudiants du premier cycle. Sur près de 20 000 étudiants ayant fait les démarches pour s'inscrire, seuls 12 000 assistent aux cours, dont 5 000 grâce à des bourses. Les 8 000 autres ne peuvent pas suivre les cours faute de moyens financiers ou d'aide, a expliqué le président libérien élu fin 2017 sur un programme destiné à combattre la pauvreté et à relancer l'économie de son pays. Une douceur française dans le café cubain. Après une récolte désastreuse, l'île caribéenne, longtemps numéro 1 mondial du sucre, doit en importer de France pour la première fois de son histoire. Un sucre aussi blanc, Félicia n'avait jamais vu ça à Cuba. Et pour cause, il vient tout droit de France. Le sucre qui est livré est très bon, il est très doux. Il sucre autant que le cubain. Il n'y a aucune différence. La seule différence est dans la couleur. Il est plus blanc, l'autre est plus foncé. Autrefois roi du sucre, Cuba est désormais obligé d'en importer. Une première dans son histoire. Et même sa promotion assurée par Fidel Castro n'a pas empêché le déclin de la filière de la canne à sucre. La chute du régime soviétique, son premier client, et la baisse des prix ont plombé sa production. En 2017-2018, la récolte était la plus faible de l'histoire. On peut même dire depuis le début du XXe siècle. La production du sucre a baissé de 40%. La nouvelle constitution devrait faciliter les investissements étrangers. L'arrivée de grands groupes sucriers pourrait ainsi aider Cuba à retrouver son âge d'or. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.